Bien. Bonjour à tous. La première chose qui va lier une entreprise à ses clients, c'est les produits et puis les services qu'on offre. Donc, en tant que client, en fait, la principale raison pour laquelle on achète un produit ou on consomme un service, c'est pour ce qu'on va pouvoir en faire, ou bien comment ce produit ou service va pouvoir m'aider à accomplir quelque chose. Donc, en fait, si on veut bien, on n'achète pas pour l'objet en lui-même, mais on achète pour ce que cet objet me permet de réaliser. Quelle version de moi il me permet de devenir, quelles sont les choses qu'il va m'apporter. Et puis, c'est pas forcément des raisons concrètes, hein. Ça peut être aussi des raisons complètement, je sais pas comment dire, personnelles, par exemple pour des questions de prestige, ou pour des questions d'image de soi qu'on souhaite projeter ou qu'on souhaite avoir sur soi-même. Et ça, c'est vrai aussi pour le B2B. En fait, quand une entreprise elle fait une acquisition, par exemple une nouvelle machine, c'est pas juste pour l'objet en lui-même, c'est pour ce qu'elle va pouvoir réaliser avec. Par exemple, faire des usinages différents, aller plus vite, avoir moins de déchets, des choses du genre. Et puis, d'une certaine façon, en fait, quand on consomme un bien ou un service, on cherche à développer une meilleure version de nous-mêmes ou bien de notre entreprise. Et du coup, en tant qu'entreprise, il faut se poser la question de revenir à quelle est l'ambition de mes clients et quelles sont les missions qu'ils souhaitent accomplir à travers mes produits et mes services. Petit exemple. Ici, j'ai trouvé chez moi un truc qui traînait. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Et ça, voilà, hein, vous avez tous reconnu, c'est un bon vieux Walkman. Et puis, l'intérêt du Walkman, c'est que je peux faire ça. Hop, voilà. Ah, c'est cool. Et du coup, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est mais à quoi ça sert le Walkman? Quelle est la mission qu'il me permet de faire? Ok? Comment est-ce que le Walkman est intéressant quand j'écoute de la musique? Donc, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Et du coup, si je réfléchis maintenant en termes de mes missions, ce que je cherche à faire quand j'écoute de la musique, moi, j'en ai trouvé au moins 5. Donc, ça peut être déjà mettre de l'ambiance. Par exemple, si je fais une soirée avec des amis, je peux pour danser, etc. Ça peut être pour être dans ma bulle. Quand je suis dans les transports, j'ai envie de m'isoler, j'ai pas envie de subir le bruit ambiant ou au bureau. Ça peut être pour me motiver, par exemple pour faire du ménage, faire du sport, faire des courses, j'en sais rien, n'importe quoi. Ça touche aussi le réconfort et la nostalgie parce que, je sais pas, genre on s'est fait plaquer, on écoute toutes les chansons tristes et puis ça nous plonge dans un état, ou bien ça nous rappelle des bons souvenirs. Et puis, il y a aussi la dimension expérience artistique ou sensorielle. Ça, c'est typiquement le fait que quand on écoute une musique qui peut nous transporter ou bien d'avoir cette approche plus de mélomane ou bien d'audiophile. Et du coup, le Walkman, par rapport à ça, ce qu'il a amené, c'est vraiment la dimension individuelle de l'écoute musicale. Avant le Walkman, pour finir, on écoutait la musique ou bien en groupe, ou bien sur un transistor comme ça, mais les casques audio, ça s'utilisait en fait pratiquement que pour faire du monitoring dans des régies et puis des choses comme ça. Et en fait, le Walkman, il a permis d'avoir avec soi toute la musique qu'on veut et de l'écouter individuellement. Donc ça, c'est vraiment ce qui a amené l'écoute individuelle. Puis une fois qu'on combine avec une platine cassette à la maison, la platine cassette, elle a une autre mission. Sa mission à elle, c'est de copier mes disques sur mes cassettes pour que je puisse les écouter dans mon Walkman ou bien dans ma voiture. Donc, l'idée derrière ça, c'est que... Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, Sony, à l'invention du Walkman, c'est exactement la question qu'ils se sont posées, en fait. Un des directeurs de Sony voulait pouvoir écouter de la musique dans les transports, et du coup, le job to be done, c'était pouvoir faire de l'écoute individuelle. Et du coup, comprendre ce que le client veut faire, c'est essentiel pour anticiper le succès d'un produit. Alors, sur l'industrie de la musique, au niveau du business model, au départ, on était dans la logique des albums et des singles. Donc, le single, c'est un hit. L'album, c'est une collection de titres. Quand on a de la chance, c'est bien. Quand on n'a pas de chance, il y a un bon titre et puis 10 chansons de remplissage. Et puis, pendant toute cette période des années 80-90, c'était une combinaison qui marchait bien pour l'industrie et puis pour le secteur de la musique. Donc, en fait, les copies étaient fastidieuses et puis c'était cher. On ne pouvait pas dupliquer des copies facilement. Donc, le piratage était faible. Les gens ont acheté tous des vinyles avant. Dans les années 80, arrivée du CD, ils ont racheté leur collection en CD parce que c'était un meilleur format. Donc, ça marchait bien. Alors après, ça s'est gâté
avec l'arrivée des formats de compression avec peu de pertes, et puis l'arrivée des connexions Internet. Donc avec des réseaux comme Casa ou bien Emule ou comme ça, on pouvait télécharger toutes les chansons qu'on veut. Et en fait, là, l'intérêt, c'est qu'aussi, on peut télécharger qu'une chanson qui nous plaît. On n'est pas obligé d'acheter un album entier pour une chanson. De plus, la qualité du MP3, c'est suffisant pour la plupart des gens, donc plus besoin d'acheter des CD. Dès le moment où je peux tout télécharger, voilà. Donc ça a clairement mis un coup de frein disrupté en fait ce modèle-là. En plus, il y a eu l'arrivée des baladeurs MP3 à la fin des années 90 qui ont permis aux gens d'emporter leur bibliothèque de musique. Mais alors là, le problème, c'est comment gérer toute cette musique. Parce qu'on a mes CD que j'ai ripés sur mon ordinateur, des fichiers MP3 que j'ai téléchargés sur Emule, mon baladeur, et je dois mettre tout ça là-dedans, synchroniser, gérer les fichiers, tout ça. Donc, si on regarde au niveau du cycle de la relation client, en fait, mon client, d'abord, il cherche à découvrir de la musique. Ça, c'est ce qui se passe avant qu'il l'achète. Pour ça, on avait les radios, MTV, etc., peut-être les clubs, etc. Ensuite, au moment de l'achat, ça va passer par des magasins physiques ou bien ça va passer par des systèmes de téléchargement. Et finalement, pour la recommandation, donc quand le client devient l'avocat de ma musique, ça va être, par exemple, quand on fait un CD pour une fête avec des copains, ou bien le bouche à oreille, tu sais, j'ai entendu ce disque de machin, il est génial. Donc en fait, au niveau de la relation client, on n'a pas d'intégration entre les phases. À chaque phase, on a des acteurs différents, et puis on a des moyens différents de réaliser ces phases. Donc en fait, on n'a pas d'intégration entre ces différentes phases. Première solution qui est apparue, c'était l'iTunes Store qui permettait de gérer en fait le lecteur iPod qui existait déjà à l'époque pour gérer la bibliothèque de musique. Donc du coup, là, on pouvait découvrir la musique sur iTunes, acheter sur iTunes et les avoir sur iTunes. Mais en fait, la logique de fond par rapport aux clients, elle ne change pas beaucoup. Là, j'ai simplifié la gestion de la bibliothèque, mais c'est toujours, j'ai ma collection à moi qui contient mes chansons que j'ai achetées sur iTunes. Et voilà, si quelqu'un d'autre a une chanson différente, je ne peux pas l'écouter. Donc, dans les années 2000, on a les smartphones qui permettent justement de servir de baladeur et puis des connexions de données. Et là, on a l'exemple de Spotify qui ont une vraie disruption. Parce que eux, ce qu'ils vont proposer, c'est de dire, on a toute l'infrastructure qui est en place, pourquoi est-ce que plutôt que de vendre les chansons, je ne louerais pas un accès au catalogue? Maintenant, j'ai accès à tout le catalogue, je peux tout écouter quand je veux. Donc du coup, Spotify, il va aussi bien répondre aux différents jobs to be done qu'on avait déterminés. Donc voilà, mettre de l'ambiance. Alors, ils ont ce système de playlist en fait où j'ai qu'à choisir ce que je veux comme ambiance. Il y a une ambiance qui est sortie par Spotify. Après, ce qu'elle vaut, c'est pas grave. Créer une bulle et me motiver, c'est la même chose. Ils ont aussi ce système de playlist spécial. Il y a aussi le fait, voilà, on a toutes sortes. Le catalogue de musique est extrêmement fourni. Réconfort et nostalgie, même chose. Voilà, ils ont des playlists qui s'appellent carrément Life Sucks. Donc, quand vous êtes vraiment au fond du trou, ils peuvent vous remotiver. Et puis, le seul point, je dirais, à discuter, c'est, pour finir, est-ce qu'on a une expérience mélomane ou bien audiophile avec Spotify? Je pense que ce n'est pas encore le cas. Et puis d'ailleurs, les vinyles, c'est quelque chose qui se vend toujours en fait assez bien ces dernières années, à cause du côté physique, et puis du côté du rituel qui consiste à écouter un disque. Spotify, c'est vraiment une transformation numérique. Parce que non seulement ils ont changé de business model, mais ils intègrent tout le customer journey. Donc en fait, tout le trajet du client à travers ces étapes musicales, il est couvert par Spotify. Si vous voulez, Spotify, il va vous couvrir vraiment toutes les phases, depuis la découverte des chansons, parce qu'ils vous proposent plein de chansons, ils ont tout un algorithme en fait pour vous faire enchaîner les chansons. Et puis, l'allocation, la recommandation. Voilà, il reste encore d'autres acteurs qui sont présents, évidemment. YouTube est un gros acteur sur la musique. Les réseaux sociaux pour le partage qui font en fait comme une complémentarité avec Spotify. Donc, ce qu'on voit, en fait, l'idée derrière cet exemple, c'est de passer en fait de cette logique de produit. Typiquement, la logique d'Apple sur l'iPod, l'iTunes Store, c'est une logique plutôt orientée produit pour intégrer leurs produits, à une notion de job to be done. Quelle est l'ambition de mes clients? Et ça, c'est plus la logique de Spotify. Toute la musique que je veux, quand je veux, où je veux, avec ses playlists. Et du coup, en partant de là, on a deux manières d'exploiter la transformation digitale. La première, c'est de prendre nos offres existantes,
puis de les étendre pour mieux couvrir en fait le cycle de vie de mes clients. Et puis l'autre, c'est de combiner nos compétences cœur de métier avec les possibilités de la digitalisation pour développer des nouveaux produits et services. Alors on va prendre l'exemple de Hilti. Hilti, en fait, c'est un fabricant d'outillage électroportatif, donc des perceuses. C'est des perceuses rouges. C'est pas celles des bricoleurs du dimanche parce qu'elles coûtent 1000 balles la pièce. Et puis le marché traditionnel des perceuses. Voilà, on a des entrepreneurs, des artisans qui ont besoin d'une perceuse. Ils ont besoin d'un outil pour réaliser des opérations. Donc pour ça, ils l'achètent. Donc c'est un flux important une fois. C'est vraiment de l'ordre de entre 500 et 1000 francs pour une machine portable standard. Et puis ça, c'est qu'une fois. Donc c'est une fois dans la vie de l'outil qu'il est vendu. Et le truc avec ça, c'est qu'après, sur les chantiers, il y a plein de soucis avec les perceuses. Et les soucis avec les perceuses, c'est, on a facilement des pannes parce que c'est des outils qui sont confrontés à des conditions difficiles. Et puis ça peut causer des retards et puis à terme des pertes sur les chantiers. On a des problèmes que c'est un investissement initial très lourd d'acquérir un parc de machines portables. Les durées de réparation sont longues, elles se font facilement voler. Alors, Hilti, ils se sont posés ces questions en se disant, mais cherchons à comprendre nos clients, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et ils en sont arrivés à la conclusion que la mission des clients, c'est pas d'acheter des outils. La mission des clients, en fait, c'est de réaliser des chantiers. Le client d'Hilti, lui, ce qu'il veut faire, c'est monter une maison, c'est pas acheter des perceuses pour le plaisir. Du coup, ils ont focalisé leur business model là-dessus. Have you ever wanted to just focus on your work and forget about administrative issues and managing your tool fleet? If so, Tool Fleet Management, Hilti's long-term tool usage service, is for you. We take care of your tools while you focus on the job. Hilti helps assure that your team will have the best tools, each unique and labeled using RFID and an inventory number so you can maintain control of your tool fleet. If something breaks down, no problem. Hilti has another way to make your work easier. We repair or replace your tools quickly at no additional cost. Hilti will... Du coup, en fait, ils ont changé leur proposition de valeur. Plutôt que de vendre juste des perceuses de haute qualité, ce qui devenait intenable en fait avec la concurrence accrue à la fin des années 90, au début des années 2000, ils ont changé de principe. L'idée, c'est que maintenant, ils ont un parc de machines par abonnement. Donc, ce qu'ils vendent, c'est un accès à des machines qui sont mises en dépôt chez le client. Et puis ça permet du coup de centrer, que le client il se focalise lui sur ses missions, donc il peut réaliser les chantiers, il peut maîtriser ses opérations, il a des outils de haute qualité, et puis ça lui évite d'avoir le problème d'investissement initiaux. Le fait que Hilti assure la réparation, le remplacement des machines dans des délais courts, ça règle tous ces problèmes-là. Et puis en plus, un des gros avantages, c'est aussi les outils à la demande, c'est-à-dire quand vous faites des chantiers, votre parc de machines, il vous faut peut-être 50 machines parce qu'il y a 50 opérations différentes. Et le problème, c'est qu'il y a peut-être 48 de ces machines que vous utilisez une fois par an. Et du coup, les outils à la demande, ça permet d'avoir un outil spécial juste pour cette opération-là qui est fourni par Hilti. Donc ça fait vraiment la possibilité d'avoir le bon outil au bon endroit au bon moment. Donc, non seulement ça aide le client, mais en plus, pour Hilti, ça fait que le client, quelque part, il est plus captif qu'avant. Parce que le parc étant géré par Hilti, s'il achète une autre machine, il va devoir commencer à la gérer lui-même, puis il aura tous les problèmes d'avant. Donc autant qu'il reste chez eux. Alors si on revient à ces fameuses missions et de la transformation digitale, le deuxième exemple que je vais vous montrer, c'est quand on va développer des nouveaux produits et services. Donc ici, Mastercard. Donc Mastercard, c'est un réseau de traitement de paiement, en fait. Donc ils ont les cartes de crédit qui sont émises à leur nom, mais leur job principal, c'est régler des paiements. Et ces transactions, en fait, ils s'en passent 150 millions par jour. Donc 150 millions de fois par jour, il y a une personne qui fait un paiement qui est traité par Mastercard. Alors en partant de là, leur corps de métier à eux, c'est assurer les transactions, elles se déroulent correctement. Pour ça, ils sont obligés de pouvoir prouver ce qui s'est passé. Donc, ils ont plein de données sur ces transactions. Et du coup, ils ont retraité ces données pour fournir des nouveaux services. Donc, ils ont développé des produits sur la base de ces données qu'ils vendent à leurs clients business pour avoir plus d'insights sur leurs clients. Typiquement, ils vont pouvoir définir des profils de clients sur la base des relevés de cartes de crédit.
ils vont pouvoir agréger les données des transactions. Et puis, en voyant en fait la séquence temporelle des achats, ils peuvent donner la probabilité des prochains achats futurs. Par exemple, si vous avez déjà acheté un billet d'avion, loué un hôtel, il y a quand même une bonne probabilité pour que vous louiez une voiture. Ce genre de choses-là. Et avec les dimensions géographiques en fait, des données, ils peuvent estimer le panier moyen par remplacement géographique. Donc avec ça, ils permettent à leurs clients de faire des décisions d'implantation stratégiques. Donc avec tout ça, en fait, ils ont développé une offre de data products complète. Donc ça, ils en ont plein, c'est juste un aspect, qui va en fait combiner leur core business, qui est le traitement des transactions, duquel ils utilisent les données pour créer des nouveaux produits. Donc voilà, on a vu qu'avec la transformation digitale, du point de vue des missions des clients, on peut suivre deux voies. Ou bien on va prendre nos offres existantes et puis les étendre pour mieux couvrir les besoins des clients et puis leurs missions. Ou bien on va prendre nos compétences pour développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Je suis déjà à 2 minutes en retard, donc je vais peut-être laisser tomber mon petit résumé. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, ça c'est les deux voies que je vous ai expliquées. Merci beaucoup. Voilà, merci Monsieur Rosselet. Comme quoi, le timer, il sert à quelque chose. Hein. Bon, c'est pas grave. On est 2 minutes, on est dans le timing.